Bonjour, nous sommes le 9 octobre 2023, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Alors tout d'abord le Royaume-Uni n'a plus de système anti-aérien ni d'obus d'artillerie à livrer à l'Ukraine. Suite aux élections législatives en Slovaquie, le nouveau parti au pouvoir a affirmé ne plus autoriser la livraison d'armes à l'Ukraine. Les États-Unis continuent de livrer à l'Ukraine les armes saisies à l'Iran. L'Espagne devrait prochainement livrer 6 systèmes de défense anti-aérienne Hawk. La Russie utilise des munitions iraniennes pour ses lance-roquettes multiples, donc ses grades en 122 mm, et des convois de marchandises depuis la Corée du Nord ont nettement augmenté vers la Russie. Et enfin, en termes de statistiques, l'Ukraine utilise davantage de drones de petite taille que l'armée russe. Donc c'est essentiellement des drones kamikazes. Donc concernant la Slovaquie, donc c'est un État qui a donc une frontière avec l'Ukraine. Ce qui sera intéressant de noter, c'est que sur le territoire de la Slovaquie, il y a un centre d'entraînement pour l'armée ukrainienne, mais également un centre de réparation pour cette armée. Donc savoir si donc, ces deux installations continueront à fournir un soutien à l'Ukraine, et également savoir si les armes occidentales, à destination de l'Ukraine, pourront toujours passer par le territoire slovaque. Donc voilà, ces questions restent en suspens. Maintenant, sur le terrain, on va se rendre tout d'abord dans la région de Poltava, donc en Ukraine, où l'aérodrome de Myrhorod, qui se situe ici, a été bombardé par les Russes. Par contre, nous n'avons pas de visuel sur les dégâts. Sur le front de Louhansk, alors ici les Russes ont lancé une nouvelle attaque, donc en direction donc, de Sinkivka, dans la forêt à l'ouest de Liman Perchi et également dans le secteur de Kislivka. Aucune percée n'a été réalisée d'après les visuels disponibles en ligne. Donc dans les commentaires, vous m'avez demandé de faire davantage de points topographiques, donc je vais vous faire déjà un point topographique sur le secteur de Sinkivka. Donc ici, donc vous pouvez voir donc, le village de Sinkivka, avec Liman Perchi au nord, donc il y a une importante forêt entre les deux villages. Mais comme vous pouvez le voir, sur ce secteur, il n'y a pas de zone élevée, puisque ces zones élevées sont davantage sur la partie est. Donc lorsqu'on se rend sur Sinkivka, on peut constater que donc, le terrain est assez plat dans ce secteur. Comme vous pouvez le voir. Donc avec la forêt importante ici. Au nord de Sinkivka se trouve le village de Liman Perchi, et à l'est, il y a davantage de hauteur ici. Il y a actuellement donc une attaque des Russes donc sur le village de Kisilivka, qui se trouve ici, et qui est, lui, sur une partie basse. Puisque, comme vous pouvez voir, ce village est surmonté des hauteurs tout autour. Donc on a une petite cuvette ici sur Kisilivka. Donc voilà pour ce rapide point topographique dans le secteur de Sinkivka. On va continuer sur la ligne de front. Aux dernières nouvelles, le village de Novoselskie ici est repassé sous contrôle des Russes. Par contre, je n'ai pas d'informations sur la colline 190 au sud du village. Les Russes ont lancé également une attaque sur le village de Novogeorivka, ici. Mais cette attaque a été repoussée par les Ukrainiens. Plus au sud, les Russes ont également lancé une attaque en direction de Makiivka. Donc ici, ils ont repris un petit peu de terrain, et on note également la perte d'un T-90 russe dans cette attaque. Dans le secteur de la forêt de Kremina, donc il n'y a pas d'évolution cette dernière semaine. Par contre, dans le secteur de Siversk, alors les Russes ont là également lancé plusieurs attaques. Quand on parle ici d'attaque, c'est davantage des reconnaissances en force pour tester les défenses ukrainiennes. Donc ces attaques donc en direction de Spirnie, sur Vezele, et à l'ouest de Berestovier, plus précisément au nord du village de Bilohorivka. C'est dans cet unique secteur que les Russes ont repris un petit peu de terrain ici, puisque les deux autres attaques ont été repoussées. On se dirige maintenant dans la région de Bakhmut. Alors au nord,
Il n'y a pas eu d'évolution donc cette dernière semaine. Le secteur est plutôt calme. Sur Klishivka, il y a peu d'évolution également. Les Ukrainiens ne sont pas parvenus à percer la défense russe qui est établie sur la voie de chemin de fer, donc, qui est ici. Ils ont perdu plusieurs blindés dans leur tentative. Et ceci donc est documenté dans une vidéo en description. Alors ici également, je vous propose un autre point topographique. Donc on a le village de Klishivka qui est ici, qui est sur une partie médiane, qui est à peu près à 200 mètres de hauteur. Ici, la partie la plus intéressante serait la partie au sud-est de Klishivka, où il y a une surélévation, ici comme vous pouvez le constater, qui domine le village de Andrivka, qui est juste au sud-est. Donc si on se dirige vers le village de Klishivka, pour constater donc cette hauteur, on se rend compte qu'il y a bien une hauteur qui donc domine le village de Klishivka au sud-est, qui est ici. Voilà exactement. Et cette partie est entre la zone grise et la zone contrôlée actuellement par les Ukrainiens. Et donc d'ici, on domine largement le village de Andrivka et également le village de Klishivka. Donc c'est la hauteur stratégique de ce secteur. Ça permet de dominer les alentours. On continue sur la ligne de front, on se rend maintenant dans la région de Donetsk. Alors ici, sur le nord de Donetsk et au sud de Avdiivka, donc au nord de Spartak, il y a eu une incursion de l'armée russe qui leur a permis donc de reprendre le poste fortifié et d'atteindre l'axe routier donc, qui se trouve ici. Et on se situe au sud de la ville de Avdiivka. On continue sur la ligne de front, on se dirige maintenant jusqu'à Marinka, où les Russes ont repris du terrain un petit peu donc, au nord de la ville, donc ici. On continue sur Novo-Mikhaïlivka, ici les Russes ont lancé une attaque depuis le sud-est, mais à l'heure où j'enregistre la vidéo, il n'y a pas de résultat encore de cette attaque. Sur Vuhledar, pas d'informations cette dernière semaine. Alors dans le secteur de Rosaïne, ici le front s'est stabilisé. Donc la semaine dernière, rappelez-vous, les Russes avaient lancé une attaque locale, mais sans résultat sur la carte. Et dans le secteur de Orikiv, donc là où c'est le plus dynamique, ici ce sont les Ukrainiens qui ont progressé au nord de Kopani et au nord de Verbovier. Donc ici exactement. Et ici. Ils ont également lancé une attaque sur Nesterianka, mais celle-ci a été repoussée. Donc les gains territoriaux ukrainiens de cette dernière semaine se situent au nord de Kopani et au nord de Verbovier, dans ce secteur ici. Les combats et la ligne de front sont toujours très dynamiques entre les villages de Robotine et Novopoprivka, ici. Alors un jour ce sont les Russes qui prennent du terrain et le lendemain ce sont les Ukrainiens. Il y a des combats dans les premières habitations du village de Novopoprivka, donc ici. Les Ukrainiens s'étaient emparés de plusieurs habitations et les Russes les ont délogées. Pour rappel, la première ligne de Surovokin avait été franchie donc à l'ouest de Verbovier, ici exactement. Mais à ce jour, les Ukrainiens n'ont pas exploité cette incursion. Alors ici également, je vais vous proposer un point topographique. Alors le village de Robotine, Novopoprivka et Verbovier. Donc ce qu'on peut constater ici, c'est que Robotine et Novopoprivka sont sur les hauteurs, et que Verbovier est lui dans le Talveg, et donc dans la partie basse du champ de bataille. Par contre, il y a une hauteur bien plus élevée au sud du village de Verbovier, ici. Donc on va maintenant le voir sur la carte. Donc on a le village de Novopoprivka. Et le village de Verbovier, donc qui est plus à l'est, qui est donc dans le Talveg, et qui est en partie basse. Donc les parties hautes se trouvent au nord et au sud de Verbovier. Et donc là il y a la rivière Verbova ici qui passe donc au nord de Verbovier.
Et donc le point important ici, c'est au sud de Verbovier. Ici, on a une hauteur qui domine le village de Verbovier, mais également les villages de Novoproprivka et de Robotiné. Et qui, comme vous pouvez le constater, c'est de cette hauteur que la deuxième ligne de défense russe a été établie. Ici, on voit la deuxième ligne. Et un peu plus au sud, il y a le village fortifié, Ochéré-Touvaté. Donc voilà pour le point topographique dans le secteur de Robotiné. A noter que sur le front de Zaporizhia, les Russes ont perdu un autre T-90 et un TOS-1, et du côté ukrainien, un Bradley a été détruit. On se rend maintenant dans la région de Kherson. Alors ici, sur Kherson, les Ukrainiens renforcent leurs différentes têtes de pont. Il y a également une intensification des frappes d'artillerie et de drones kamikazes sur les positions russes. Donc les têtes de pont ukrainiennes actuellement sont dans le secteur du pont Antonovski, ici, sur Dachi, où les Ukrainiens ont progressé et apparemment sécurisé l'ensemble du village. Il y a également la présence de groupes de combat ukrainiens à l'est du pont Antonovski, ici et ici, et également sur l'île qui est en face de Nova Kakova, ici, mais il y a également d'autres présences de soldats ukrainiens sur cette île. Donc tous ces postes ont été récemment renforcés, et de nouveau, des renforts ukrainiens sont arrivés dans le secteur de Kherson. A noter que sur Mykolaïv, un radar ukrainien d'un système S-300 a été ciblé et détruit, et les duels d'artillerie continuent entre les deux belligérants. On se rend maintenant dans la région de Crimée. Ici, il y a eu une incursion d'un commando ukrainien au nord-ouest de la Crimée, donc dans ce secteur, ici. Et 5 scooters des mers. Après un échange de tirs avec des soldats russes, le commando s'est retiré avec la perte d'au moins un prisonnier. Les autorités ukrainiennes ont également fait état de tués dans leur rang. Sur Dzankoï, donc ici, il y a eu un bombardement d'un S-200 ukrainien donc modifié, qui est tombé à 50 mètres de la voie ferrée. Ici, exactement. La voie ferrée qui est là, et l'impact du S-200 ici. Sur Sébastopol, et ici, 3 sous-marins et 2 frégates lance-missiles, plus un patrouilleur, ont quitté la base navale pour se rendre sur Féodosia et Novorossiysk. Alors Féodosia, c'est ici, et Novorossiysk, c'est ici. Donc on assiste à un redéploiement de la marine russe de la mer Noire dans ces deux ports. Et sur Sébastopol, il y a eu aussi une attaque de 2 drones navals ukrainiens, et cette attaque a été repoussée. Donc voilà pour les informations au 9 octobre 2023. Donc en résumé, il y a de nombreuses unités russes qui ont été activées le long de la ligne de front avec des objectifs pour l'instant limités. Aucune percée n'a été constatée. Ces attaques dispersées obligent les Ukrainiens à diviser leurs renforts sur différents points. Dans la région de Louhansk, on a donc des activations sur Sinkivka et Kisilivka. Dans la région de Siversk, au nord de Bilorivka, sur Vézelé et Spirné. Dans la région de Donetsk, au sud d'Avdivka, il y a une incursion russe, donc depuis le village de Spartak. Au nord de Marinka, les Russes ont progressé, et il y a également une attaque sur Novomykhaïlivka, depuis le sud. Et dans la région de Kherson, les Ukrainiens renforcent leur position. Les renforts sont encore acheminés dans ce secteur du front. Donc voilà pour les principales informations au 9 octobre 2023. Je vous encourage toujours à vérifier et recouper les informations par vous-même. La semaine prochaine, je ne serai pas en mesure de faire de vidéos. C'est la rentrée universitaire, donc les études vont reprendre. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et j'essaierai également de vous faire des petits points sur le conflit en Israël. Voilà, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Portez-vous bien, encore merci beaucoup pour tout votre soutien. Portez-vous bien et à bientôt.